Pour moi, il n'y a pas trop de problème entre les usagers de la route, donc j'en vois pas en tout cas. Le GRAC présente. C'est parfois assez compliqué. Parfois c'est compliqué. Parfois d'autres automobilistes qui roulent comme des fous sur les rivières. Et ça c'est dangereux. Je m'énerve rarement. Même à pied, je m'énerve. La guerre des modes. Et ceux qui sont à trottinette. Chacun fait ce qu'il peut. C'est l'anarchie, le plus fort. Ah, je crie. Un podcast pour décoder l'agressivité entre usagers et mieux cohabiter sur la route. C'est très compliqué. Très compliqué. Les tuer tous. Okay. Épisode 4. Une question de rythme. Au niveau des structures, je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses positives. Et donc c'est quand même plus simple de trouver sa place, mais on est quand même encore loin du compte. Les piétons disent que pensent qu'eux ont tous les droits et qu'ils peuvent aller n'importe où. Les cyclistes disent la même chose et les voitures disent la même chose. Donc il faut arriver à une espèce de consensus où on se rend compte que chacun a sa place dans le trafic et c'est ça qui est difficile à atteindre. C'est toujours pareil, mais c'est toujours une minorité qui considère que la voirie est exclusivement destinée aux automobilistes. Les autres sont à peine tolérés dessus. Au fil du temps, nos territoires ont été façonnés par l'évolution de nos moyens de transport. Pendant plusieurs décennies, c'est autour de l'automobile que s'est centré notre développement urbanistique. Aujourd'hui, on réfléchit à de nouvelles organisations de l'espace public où piétons, transports en commun, vélos et autres engins trouveraient davantage leur place. Mais il y a un hic. Cet espace public n'est pas extensible. Se pose alors la question de comment faire cohabiter tout ce monde. Il ne faut pas opposer les modes de transport. C'est une phrase que l'on retrouve régulièrement dans la presse et dans les discours politiques. En théorie, l'idée est séduisante. C'est le point de départ de notre échange avec Frédéric Errand, économiste des transports et urbaniste à l'Université de Lille. En fait, qu'on le veuille ou non, les modes de déplacement sont opposés. C'est parfaitement clair. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas du tout la même masse et la même vitesse, et qu'ils sont, de fait, en concurrence. Qu'on le veuille ou non, quand on favorise un mode de déplacement, ça se fait toujours au détriment d'autres modes. Toujours. Aujourd'hui, on se rend compte que les modes actifs, marche et vélo, ont quand même des atouts incomparables par rapport aux modes motorisés, qu'ils soient individuels ou collectifs, et qu'il faudrait donc revoir toutes les priorités. Et finalement, ce qui est en train de se discuter dans beaucoup de villes, beaucoup de pays, et notamment en Belgique, c'est le principe stop, comme vous l'appelez, c'est-à-dire la priorité aux piétons d'abord, puis au vélo, puis au transport public, et enfin à la voiture. À l'époque du tout automobile, c'est-à-dire de la priorité accordée à la voiture, il n'était pas question que les cyclistes gênent les automobilistes. Donc on a mis beaucoup d'aménagements cyclables sur les trottoirs, et en gênant les piétons. Il est devenu indispensable de sanctuariser d'abord les trottoirs, puis de faire des aménagements cyclables, et dans l'espace restant, on met les voitures. Et non plus l'inverse. Ce changement de priorité accordé aux différents modes crée des conflits. Tout changement engendre une certaine résistance. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que les transformations de l'espace public récentes, notamment à l'occasion de la crise sanitaire, génèrent une telle violence sur les réseaux sociaux par exemple ? En fait, pendant la crise sanitaire, on a vécu de façon exacerbée des choses qui existaient déjà auparavant. Enfin, il n'y a rien de particulièrement spécifique à cette crise. Tout est allé juste un peu plus vite qu'avant. Les automobilistes, évidemment, ils n'aiment pas qu'on remette en cause leur prééminence sur la voirie. Ils n'aiment pas qu'on réduise leur vitesse. Ils n'aiment pas non plus de devoir s'arrêter trop fréquemment, qu'on réduise leur espace, etc., etc. C'est bien normal. Ils ont été choyés pendant des décennies, et quand ils voient leurs privilèges se réduire, et soudain se réduire un peu plus vite que d'habitude, parce qu'ils étaient déjà habitués à ce qu'on leur grignote peu à peu leurs prérogatives depuis à peu près 20 ans, on va dire,
que ça les énerve, c'est normal, c'est normal. Mais c'est passager. Bien sûr, si la transition est très brutale, c'est beaucoup plus difficile à vivre. Et là, vous avez inévitablement des réactions. Le problème, c'est que les gens veulent bien s'habituer à des contraintes supplémentaires si c'est pas trop rapide. Donc c'est une question de rythme. L'organisation de nos villes autour de la voiture ne s'est pas faite du jour au lendemain. C'est le résultat d'un processus assez long et qui, malgré tout, n'est pas dénué d'une certaine violence, comme nous l'explique Frédéric Errand. Alors, il faut comprendre que jusqu'au début du XXe siècle, les piétons pouvaient circuler librement sur tout l'espace de la chaussée, y compris, donc pas seulement les trottoirs, mais y compris traverser la rue en diagonale, les places, où ils voulaient. Il n'y avait pas de passage piéton. Et puis, évidemment, pour faire place à la voiture, et surtout à des voitures roulant bien plus vite que les fiacres, il a fallu discipliner les piétons. Donc ça, c'est toute une histoire incroyable. Il a fallu en fait des décennies pour y arriver. Ça s'est fait par des décrets ou des lois. Le code de la route, souvent, a été un moyen d'essayer de mettre au pas les piétons. C'était d'une violence incroyable à l'égard des piétons. Tout piéton dûment averti, c'est-à-dire par un klaxon, averti par un automobiliste, doit se ranger et donc laisser la place à la voiture qui file. Pof, voilà. Il faut bien comprendre que c'est pas été une histoire d'enfant de cœur, quoi. Et aux États-Unis, ils ont créé la figure du jaywalker. Jay, en américain, c'est le jay. Le jay, vous savez, un jay, c'est un oiseau qui piaille beaucoup, qui fait un peu n'importe quoi. Donc, jaywalker, c'est un piéton qui fait n'importe quoi. On pourrait traduire en français un pecno. Un pecno, oui. Donc, en fait, si le piéton se fait écraser, c'est parce que c'est un pecno. C'est parce que c'est de sa faute, finalement. Donc, il y a eu des campagnes de presse, des campagnes d'affichage, des campagnes auprès des autorités, enfin, toutes sortes, tous les moyens étaient bons pour dénoncer ces piétons qui faisaient n'importe quoi, qui se laissaient bêtement écraser par les voitures, qui, elles, étaient supposées respecter. Bon, tout ça est invraisemblablement faux, puisque, encore une fois, il y a des lois de la physique, quoi. Une voiture d'une tonne lancée à pleine vitesse, elle écrase tout sur son passage. Pour le dire autrement, on n'a jamais vu un piéton, ni un cycliste d'ailleurs, renverser une voiture. Et c'est ça que n'arrivent pas à comprendre les gens. Encore aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui mettent tous les modes de déplacement sur le même plan. Comme si un piéton valait un automobiliste, valait un usager dans un transport public, etc. Mais non, il y a des forts et des faibles. Et donc ces tensions, sur le terrain et dans les discours, elles ne s'apaiseront jamais ? Les tensions s'avivent quand on change de paradigme, de manière de penser. Les tensions se réduisent quand tout le monde admet le paradigme dominant. Ceux qui pensent que ça ne s'apaisera pas sont des gens qui ont une vision à très court terme, ou disons sur 10 ans seulement. Si on prend un recul suffisant, il n'y a aucun doute, bien sûr que ça va s'apaiser. Cela dit, il y aura toujours des frictions liées au fait qu'on vit dans une société où le monde n'est pas toujours d'accord sur tout, quoi. Et heureusement, s'il n'y avait que de l'harmonie, ce serait d'un ennui terrifiant, je trouve. Parmi les nombreux éléments qui ressortent de ce premier entretien, la notion de vitesse nous interpelle plus particulièrement. D'après notre expérience, on sait qu'elle conditionne fortement les choix d'aménagement de l'espace public. Il y a des moments où il ne faut pas rouler trop vite, surtout. J'ai un vélo électrique, donc je fais vraiment gaffe de ne pas rouler trop vite par moment. Les gens, ils n'ont pas trop le temps non plus le matin de réfléchir à comment ils roulent. Aussi bien parfois des cyclistes que des voitures, je dois avouer. L'idée, c'est que ça se passe le mieux possible. Là, d'avoir mis tout le monde à 30, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Je dois faire partie des rares personnes qui trouvent que c'est une bonne idée. Je trouve que c'est plus citoyen, finalement. Moi, je suis pour, mais je dois être une des rares. Je sais. Des frayeurs, oui. Ça arrive, parce qu'il y a parfois des personnes moins valides qui traversent la route et qui ne sont pas visibles, voilà. Ou alors quand ce sont des enfants qui perdent un ballon ou des choses comme ça. C'est délicat aussi. Pour poursuivre la réflexion initiée avec Frédéric Errand, nous rencontrons Claire Pelgrims.
Cette chercheuse FNRS à l'Université libre de Bruxelles a étudié cette question de vitesse et de lenteur dans l'évolution des infrastructures de mobilité. Il y a toujours forcément une question de réallocation, d'une proportion de l'espace à différents modes en fonction de l'évolution en fait, des modes de transport. Et donc à chaque fois qu'il y a un nouveau mode de transport qui apparaît ou qui devient plus important, forcément on réfléchit aussi au partage de l'espace public. Et ça fait en fait depuis un peu moins d'un siècle qu'on a très fort cadré la place de chacun des modes dans l'espace public. Avant ça, c'était un espace public qui était partagé entre tous les modes et où quelque part les gens devaient négocier aussi un peu plus leur place. C'était possible parce qu'on avait des vitesses extrêmement réduites. À partir du moment où on s'est dit que la vitesse, en particulier celle qui était possible avec la voiture, qui était une nouvelle invention, était vraiment une marque de progrès et la société du futur, on a en fait encouragé des formes de cloisonnement qui permettaient à la voiture d'accélérer. Mais le problème de cette réflexion-là sur le cloisonnement, c'est qu'au final, on ne règle pas toute une série de problèmes aux endroits où les flux doivent se croiser. Et donc, on invente toute une série de dispositifs qui vont, par exemple, penser la ville à différents étages, pour permettre justement ce non-croisement entre les modes. Mais on va aussi, en fait, quelque part, couper fortement la trajectoire des autres modes de mobilité, notamment les piétons ou les cyclistes qui vont fortement pâtir en fait, de ce retravail sur la ville pour favoriser la vitesse. Selon Claire Pelgrims, on a eu historiquement tendance à vouloir éliminer les conflits en cloisonnant les flux de circulation, via des tunnels par exemple. Mais cette approche très mécanique, cette logique de tube, n'est pas tenable. Il faut donc réfléchir à la place de chacun au sein de l'espace public. Le conflit, c'est aussi quelque part ce qui fait la politique, c'est ce qui fait la ville, c'est ce qui fait le vivre ensemble. C'est aussi parce qu'on discute quelque part de comment est-ce qu'on veut faire la ville, à quoi doit ressembler la ville, qu'on a aussi une vie politique, politique au sens noble du terme, hein, donc police, vivre ensemble. Et c'est pour ça que la question de négocier sa place, ce qui impose des vitesses plus réduites pour justement pouvoir faire attention aux autres utilisateurs, est vraiment très importante. On a tendance, en fait, quand on réfléchit justement à des infrastructures ou quand on réfléchit au partage de la voirie, à prendre un modèle d'une personne un peu moyenne, standard, qui n'a pas de difficulté à se déplacer, qui a des capacités aussi mentales à envisager quel est le danger et à se comporter de manière rationnelle dans l'espace public, alors qu'effectivement, finalement, c'est une minorité des gens qui utilisent la ville. Finalement, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de seniors, il y a beaucoup de personnes en situation de handicap. Enfin, il y a énormément de gens finalement, qui font la diversité de la ville, qui ne correspondent absolument pas à ce modèle moyen de l'urbain qu'on prend en compte dans les politiques de développement. Concevoir un espace public plus inclusif, qui prend en compte l'ensemble des usagers, c'est remettre en question la vitesse. Pas si simple quand on hérite d'un système de mobilité qui s'est largement structuré autour de ce mode de déplacement rapide qu'est la voiture. On est extrêmement contraint en fait en termes d'horaire maintenant, justement parce qu'on a organisé nos vies autour d'un mode de mobilité assez rapide. Donc maintenant, quand on refait la transition vers des modes plus durables, on se retrouve finalement bloqué dans certains rythmes de vie très accélérés qui nous obligent à devoir aller vite, aussi en vélo. Et donc on a quelque part des conflits entre ces déplacements-là qui doivent être le plus rapide possible et puis effectivement un espace qui ne permet pas ça, des conflits avec des piétons par exemple qui trouvent aussi ça problématique. Mais là c'est aussi quelque part une question de voir pourquoi est-ce qu'on doit effectivement aller vite et à quel point est-ce qu'il ne faut pas plutôt remettre en question aussi l'accélération de nos modes de vie. Quand on constate aujourd'hui la manière dont s'exprime l'agressivité, cette guerre des modes qui est à la base de notre démarche podcastique, peut-on parler de phénomènes nouveaux ? Non, je pense que c'est vraiment une récurrence. Si on regarde par exemple tous les récits littéraires qu'on a autour de l'arrivée de la voiture
automobile dans les campagnes, notamment en France. On a vraiment des témoignages qui sont finalement très violents, liés à cette irruption tout d'un coup d'un véhicule inconnu qui fait plein de bruit, qui écrase les poules. Enfin, c'est vraiment... oui, on a beaucoup de récits finalement de ces sentiments d'incompréhension, aussi d'agressivité par rapport à une situation antérieure qui est vraiment pensée comme étant la norme et quelque part qui a toujours été comme ça, alors qu'en fait non, en fait quelque part l'histoire c'est une suite d'évolutions, de repartage justement de l'espace, etc. Et bon, maintenant en fait ce qui se passe c'est qu'avec certainement les médias sociaux, etc., on a une caisse de résonance plus forte pour ce genre de crispation, de sentiments d'agressivité, d'incompréhension. Mais après ces sentiments-là, ils sont quelque part tout à fait normaux parce qu'on est sur des questions en fait qui touchent très fort à la manière dont on organise nos vies, sur des questions où on est aussi très fortement contraint par les choix qu'on a faits, le lieu où on habite, les modes de mobilité, etc. Et donc forcément, on a des émotions fortes qui sont liées à ça, et quelque part, on a certainement un sentiment de dépossession quand on est face à finalement un repartage de l'espace qui n'est pas en notre faveur, par exemple. Nous voici arrivés au terme de nos podcasts. Et on a pu le constater, le thème de l'agressivité routière est complexe et on est loin d'avoir épuisé le sujet. Au fil des épisodes, nous avons toutefois pu explorer ce qu'est l'agressivité, comment elle se manifeste et les facteurs qui favorisent son émergence, ainsi que la manière dont notre société tente de gérer le problème au travers de l'organisation de l'espace public, de la réglementation ou encore du travail de la police et de la justice. Il est temps de se dire au revoir. C'était un réel plaisir de vous avoir avec nous tout au long de cette enquête. On espère que ces podcasts alimenteront votre propre réflexion, quelle que soit la manière dont vous vous déplacez. Et surtout, que vous repartez avec quelques ingrédients qui vous seront utiles dans votre quotidien. Bonne route! Sinon, un conseil, respecter le code de la route, pas faire le fou, et ça devrait aller, grosso modo, je pense. Écouter de la bonne musique. Ça peut soulager les gens, je pense. Je sais pas, que tout le monde soit chill, quoi. Ce podcast est réalisé, dans la bonne humeur, par le GRAC Les Cyclistes Quotidiens et produit par Twins Audio, avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la région de Bruxelles-Capitale et de la Wallonie.